Salam alaikum et bienvenue à tous dans Prépa Plus, dans une nouvelle vidéo dans le cadre des rapports des examens, au cours duquel on essaie toujours de vous proposer un contenu bénéfique pour vous aider à dépasser vos difficultés et problèmes. Vos remarques et propositions nous aident bien à développer la qualité de ce que nous vous présentons. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le problème numéro 1 de l'examen final d'analyse proposé cette année. Le problème est en quelque sorte un assemblage entre les séries entières et les familles sommables. Il commence par une étude théorique, puis on traite quelques exemples particuliers en exploitant aussi les techniques des séries de fonctions et un peu d'arithmétique. On vous propose alors aujourd'hui une correction du premier problème de l'examen final d'analyse passé en mai 2023 pour les étudiants de deuxième année maths physique de l'UPIS, au cours duquel on vous présente quelques fautes fréquentes dans les copies des étudiants auxquelles vous devez bien faire attention dorénavant. Si tu n'as pas encore traité ce problème, tu trouves l'énoncé dans la description pour faire des essais avant de suivre la correction. Préparez alors ton travail, tes questions et interrogations. C'est parti. On commence alors par l'étude théorique, partie 1, propriété. La première question, c'est de montrer que la série sigma A converge absolument sur moins 1. Sigma A, c'est la série de fonctions somme de AN xn sur 1 moins xn. Avec AN, c'est la suite numérique telle que la série entière AN xn soit de rayon. Ok? Donc, on prend le terme général de cette série de fonctions, donc valeur absolue de AN xn sur 1 moins xn, il est clairement équivalent à la valeur absolue de AN fois valeur absolue de x puissance n. Ok? Bon, vu que le 1 moins xn ici tend vers 1, le x, n'oubliez pas, en valeur absolue, c'est strictement plus petit que 1. Et on a bien sûr que ça c'est vrai lorsque x est non nul, parce que si x est nul, ça n'a pas de sens. Et évidemment, la série somme de 1 xn, c'est une série absolument convergente, vu que le x appartient à moins 1 et cette série entière est de rayon 1. Il reste uniquement maintenant le x égale 1, et c'est bon, donc pour x, plutôt x égale à 0, excusez-moi, pour x égale à 0, c'est la série nulle qui est convergente, évidemment. Bon. Passons maintenant pour les remarques sur les copies des étudiants. On a deux fautes fréquentes dans les copies des étudiants en général. Bon, on va commencer par la première. Donc, vous avez bien ici, donc ici, il prend la série entière, voilà plutôt la série de fonctions. Il dit que la valeur absolue de terme, il est plus petit que 1x. Bon, vous remarquez bien évidemment que il a oublié la valeur absolue, donc que ce soit pour n, que ce soit pour la valeur absolue de x aussi. Et bien sûr, ceci rend la réponse n'est pas juste parce que n n'est pas positif et x aussi n'est pas positif. Donc on n'a pas cette inégalité. Okay, donc il faut se méfier de l'histoire de valeur absolue parce que la plupart des copies on trouve cette faute si vous voulez, fréquente. Donc, il faut très bien se méfier de l'histoire de signes et de valeurs absolues. Ok? Bon, après, il parle de comparaison entre deux séries. Bon, je ne sais pas où les étudiants, où ils ont vu, si vous voulez, cette notion. On n'a pas en général série plus petit que série. Ok? On n'a pas la définition de ça. Bon, cette notion vient de quoi? Je ne sais pas. En tout cas. Et aussi, il y a, vous voyez, par exemple, il dit sup sur les x normalement de 1 xn sur 1 moins xn en valeur absolue est plus petit que 1 xn.
d'une part, tu n'es pas souci par rapport à x, et d'autre part, tu majores ça en fonction de x. Ça n'a pas de sens, bien sûr, lorsque tu n'es pas souci par rapport à x, c'est-à-dire tu la majores indépendamment de x. Ok, bon, voilà, ça c'est vraiment bizarre, je sais pas. En général, il faut se méfier de ce genre des fautes, ok? Et voilà, donc il faut très bien, comme j'ai dit, se méfier de l'histoire de valeur absolue et de passage au sup. Donc, bien sûr, ça doit être majoration indépendamment de x. Bon, en tout cas, ça c'est pour la première faute fréquente. La deuxième maintenant, c'est par exemple, donc, vous voyez ici l'étudiant, c'est la même histoire, il a oublié la valeur absolue. Bon, soi-disant, il a dit que ça c'est plus petit que valeur absolue de n, sous-entendu que xn sur 1 moins xn c'est toujours plus petit que 1. Bon, il n'a pas vérifié ça, c'est pas toujours vrai ça. Ok. Mais la deuxième, si vous voulez, partie de faute, bon, finalement, ça c'est une majoration qui n'est pas vérifiée et qui n'est pas juste en général. Ok. Mais malgré ça, même s'il est juste, et même si on fait aussi ici la valeur absolue, bon, la deuxième partie de vérification, c'est vraiment incorrect parce que il a dit la série somme de n converge car la série entière est de rayon 1. Bon, vous savez que lorsque la série entière est de rayon 1, le 1, le point 1, est dans le cercle d'incertitude. C'est pas sûr que la série somme de n fois 1 puissance n converge. Bon, voilà. Donc, c'est-à-dire ici, on ne peut pas dire qu'on a la convergence et par conséquent, bon, voilà, convergence normale et par suite absolue. C'est déjà, il y a cette faute dès le départ. Bon, en tout cas, il faut se méfier de ces fautes-là dans vos examens et dans le concours, bien sûr. Ben, c'est bien. On passe maintenant pour la deuxième question. Il vous demande de montrer que S est de classe C1 sur moins 1. S, bien sûr, c'est la somme de cette série de fonctions. Bon, ici, vous avez une application d'un théorème de courbe, si vous voulez, pour les séries de fonctions. La somme des séries de fonctions est de classe 1, c'est-à-dire, tu dois vérifier tout simplement que tous les affins sont de classe 1, convergence simple de la série et convergence uniforme sur tout compact ou moins de la série somme de dérivées. C'est bon? Commençons par la suite fn du x, donc a1 xn sur 1 moins xn, c'est bon, ça c'est de classe 1 sur moins 1 parce que il est déjà, bon, on n'a pas de problème sur R privé de 2 points moins 1, en particulier sur moins 1. Et on calcule maintenant la dérivée, on trouve égale à cette expression. On peut bien sûr simplifier le numérateur pour trouver finalement que la dérivée égale à n xn moins 1 sur 1 moins xn au carré. Bon, on cherche, comme vous voyez, et comme vous le savez, bien sûr, tout simplement, c'est de majorer, si vous voulez, cette module, le module de fn' par quelque chose qui ne dépend pas de x, c'est-à-dire c'est le chemin de la convergence normale, qui est, en général, le chemin classique pour démontrer la convergence uniforme d'une série de fonctions. Ok? Donc, c'est-à-dire, on va travailler sur un compact AB, un segment AB qui est inclus dans moins 1, et bien sûr, si je prends x appartient à AB, on veut majorer, comme j'ai dit, la valeur absolue de fn', c'est-à-dire, vous avez dans le numérateur n à n, x puissance n moins 1, bon, ça, en valeur absolue, on peut dire qu'il est plus petit que n à n fois c en module le tout puissance n moins 1, avec le c, c'est tel que valeur absolue de c, c'est le max entre valeur absolue de a et b. Bon, parfois on trouve les étudiants disent que valeur absolue de x est plus petit que celui de b, mais bien sûr, ceci n'est pas toujours vrai, vu que le b pourrait être négatif, et bien sûr, cela bouleverse toute l'expression. Bon, en tout cas. Et bon, la deuxième partie, c'est de majorer le dénominateur, donc c'est-à-dire l'inverse du dénominateur. Donc, vous avez 1 moins x puissance n, on peut bien voir que ça c'est plus grand que 1 moins c puissance n. Ok? Et que cette quantité elle est positive, donc je peux passer à l'inverse et dire que 1 sur 1 moins xn au carré, c'est plus petit que 1 sur 1 moins valeur absolue de c
puissance n le tout au carré. Et celle-ci te donne bien la majoration de fn' par cette expression. D'accord? Bien sûr, on cherche bien notre convergence normale, c'est-à-dire, on va dire que ça c'est vrai, quel que soit x appartient à AB et quel que soit n plus grand que 1. D'accord? Reste à voir que cette quantité, par quoi on a majoré la valeur absolue de fn' est le terme général d'une série, si vous voulez, convergente. D'accord? Bon, ici, on doit tout simplement dire que, en fait, cette quantité, elle est équivalente à n, valeur absolue de n, valeur absolue de c, le tout puissance n-1. Et évidemment, le n à n, valeur absolue de c, le tout puissance n-1, c'est le terme général des séries convergentes. Pourquoi? Parce que la série entière somme de n à n zn est de même rayon que la série entière à n zn, qui est égale à 1. Et on sait que la valeur absolue de c, c'est plus petit que 1, c'est bon. Donc, le réel valeur absolue de c, elle est entre moins 1 et 1, où on a la convergence absolue. C'est bon? Bon, le voilà, les deux termes généraux sont positifs, c'est-à-dire on a bien la convergence de la série et par suite la convergence normale, donc uniforme sur tout segment de moins 1. Et n'oubliez pas qu'on a démontré que la série somme de Fn converge absolument sur moins 1 dans la première question et par suite on a la convergence simple. Le voilà, les trois hypothèses. Classe 1, convergence simple, convergence uniforme sur tout segment de la dérivée. Je parle de la série de dérivées, donc S est de classe C1. Maintenant, il vous demande juste de déterminer la dérivée de S en 0. Bon, ici, il suffit de remplacer. Donc, on a des puissances pour l'histoire du dérivé. Donc, ça, c'est pour n peut égal à 1. Juste pour n égale à 1, ce puissance-là égale à 0. Donc, 0 puissance 0, ça c'est à 1. Sinon, pour n plus grand que 1, il est strictement positif. C'est-à-dire, si on décompose cette somme sur 2, j'aurai bien évidemment égal à 1 plus le reste sont des zéros, c'est-à-dire c'est égal à 1. C'est qu'il faut bien sûr démontrer pour cette deuxième question. Bon, pour l'histoire des fautes fréquentes dans les copies des étudiants, on vous propose, voilà donc cette faute-là. Ça, c'est un exemple. Donc, bon, il a majoré la valeur absolue de fn' par cette expression. Bon, vous remarquez toujours qu'on a l'histoire de valeur absolue. Les étudiants en général ne font pas attention à la valeur absolue dans les majorations. Et ici, il a dit, par exemple, l'étudiant, bon, on a ça, c'est plus petit que ça. Et après, on passe au sup. Bon, vous voyez, il a dit sup est plus petit. Toujours, on a le problème de, lorsque tu as sup, donc tu ne peux pas le majorer par quelque chose qui dépend de x parce que tu as passé au sup par rapport à x. Donc, ça va être indépendant de x, donc la majoration. OK? Bon, en tout cas, donc vous voyez, c'est la même histoire qu'on a rencontrée dans la première question. Et bon, vous voyez toujours, je ne sais pas, vous voyez, donc ça c'est série plus petit que série. Ça n'a pas de sens ça, hein, ok? Donc s'il vous plaît, on compare les termes généraux et après on parle que si cette série converge, donc celle-là converge si on travaille dans le cadre positif par exemple. Ok, bon, ici, bien sûr, ça dépend de x, hein, ça n'a pas de sens, donc ici le sup plus petit. Ok, bon, il a dit que voilà, celle-ci converge, donc la convergence normale et par suite la convergence uniforme. Donc, il faut très bien se méfier de ces remarques-là pour ne pas perdre beaucoup de points, s'il vous plaît. Hein. D'accord? C'est bien, donc celle-ci, c'est une parmi les fautes fréquentes dans les copies des étudiants pour la deuxième question. J'espère que ça a été clair. Et on passe au suivant. On arrive maintenant à la troisième question et commençons par
le petit a, c'est de montrer que pour tout x appartient à moins 1, la famille AK x puissance kp, pour k et p, deux entiers naturels non nuls, cette famille est sommable. Bon, prenons un x appartient à moins 1. Si je prends la série somme pour p plus grand que 1 de valeur absolue de AK fois xk puissance xkp, si vous voulez, en valeur absolue, on peut évidemment remarquer que ça, c'est une série géométrique multipliée par une constante. Bon, tout simplement parce que la valeur absolue de x puissance k fois p, c'est n'est autre que, en valeur absolue, c'est la valeur absolue de x puissance k, le tout puissance p. Donc la série somme de p plus grand que 1 de ça, c'est une série géométrique qui est convergente, bien sûr. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x puissance k, c'est n'est autre que la valeur absolue de x, le tout puissance k. Et ça, c'est plus petit que 1 strictement v, que x est strictement plus petit que 1. Ça va? Et on sait plus que ça, on sait très bien calculer cette somme, la somme de p égale à 1 à l'infini, de valeur absolue, bien sûr, de ak fois valeur absolue de x puissance k, le tout puissance p. Cette somme égale, on sait que le ak ne dépend pas de p, donc on peut faire sortir ça de la somme. Et c'est finalement valeur absolue de ak fois cette somme de p égale à 1 à l'infini de cette série géométrique. Et cette somme, on sait bien que c'est égal à valeur absolue de xk sur 1 moins valeur absolue de xk. Tout cela multiplié par ak. Le voilà, ça c'est la somme par rapport à p. Bon, il reste pour montrer la sommabilité de voir que ça c'est le terme général d'une série convergente, bien sûr par rapport à k. Et évidemment, ça c'est vrai. Pourquoi? C'est d'après notre première, plutôt, oui c'est ça, donc notre première question. Vu que la valeur absolue de x appartient à moins 1, c'est bon. Alors, notre série double, elle est bien sommable. OK? Bon, on a une faute fréquente dans les copies des étudiants. Il faut très bien sûr, discuter cette faute. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien ici, par exemple, que l'étudiant, il prend un k appartient à l'étoile. Et pour x appartient à moins 1, ça va, il est très bien remarqué que la valeur absolue de x puissance k est plus petit que 1. Bon, il dit que cette série elle converge simplement, bon, elle veut dire la convergence sur moins 1, bon, simplement, avec la somme est égale à k fois x puissance k sur 1 moins x puissance k. Et ça, c'est vrai quel que soit k, il veut dire. OK? Bon, vous remarquez bien que quoi? Que l'étudiant ici, il a oublié de travailler avec la valeur absolue. N'oubliez pas que la sommabilité d'une famille, c'est de travailler avec la famille de valeur absolue. Bon, et souvent les étudiants oublient bien ça dans les démonstrations de sommabilité des familles. Hein. Donc n'oubliez pas, ici il a oublié la valeur absolue. Et si tu prends donc la valeur absolue, tu trouves AK, comme on a fait bien sûr ici, ça c'est une valeur absolue de x puissance k, ok. Et après, bien sûr, bon, je ne sais pas, il a dit soit P appartient à l'étoile. De quel P il parle? Il a déjà sommé par rapport à P, mais il veut dire que la somme qu'il a trouvée après la sommation par rapport à P, c'est le terme général des séries convergentes. Bon, comme vous voyez, ici, il a oublié l'histoire de valeur absolue. Et celle-ci, bien sûr, rend le travail non juste. Ok, donc méfiez-vous de ce type de faute. C'est bien, donc le voilà. Ça, c'est pour la question. Troisièmement, petit a. On passe maintenant pour le petit b. Il prend une famille UNM pour NM deux entiers naturels non nuls. Et il suppose bien que cette famille-là est sommable. La question, c'est de montrer que cette double somme est égale à la somme de la somme pour kp appartient à in de ikp. Bon, in c'est quoi? C'est tout simplement une partie de n étoile au carré telle que k fois p égale à n. D'accord? Ben, donc, ici, on prend deux entiers naturels non nuls, différents.
Apparemment, bien sûr, ici, ça c'est un chemin de théorème de sommation par paquet. Donc, finalement, on va essayer de voir cette partie IN là. C'est autre qu'une partition de n étoiles au carré. Bon, pour cela, on va tout d'abord montrer qu'ils sont 2 à 2 disjoints et que la réunion est égale à n étoiles au carré. Bon, comme je dis ici, on prend deux entiers différents. Vous avez pour un x qui appartient à l'intersection, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part x est égal à k fois L avec k fois L égale à n. Et puisqu'il appartient à IM, le k fois L aussi égale à m. Donc ça te donne que n égale à m, ça c'est impossible parce que n différent de m. Et par suite, on a bien que cette intersection est vide. Il reste maintenant à montrer que la réunion des IN est égale à n étoiles au carré. Bon, pour cela, on prend le premier sens d'inclusion. On sait bien que IN inclut dans n étoiles au carré. C'est bien sûr, c'est clair ça. Et ça, c'est vrai quel que soit n plus grand que 1. Bien sûr, ceci te donne bien que la réunion est inclue dans n étoiles au carré. Il reste l'autre sens. Si je te prends ici un KL, un couple appartient à n étoiles au carré, comment je peux le voir comme un élément dans la réunion de ZN? Donc, il suffit de le voir comme c'est un point finalement de l'un de ces ZN-là. Et en fait, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que KL appartient à IKL. On vérifie ça simplement parce que sur K fois L est égal à l'entier N qui est égal à K fois L. Voilà. Qui est un entier plus grand que 1. C'est bon. Donc, on a bien ici que n étoile au carré, elle est dans la réunion des IN. C'est une double inclusion avec, ils sont 2 à 2 disjoints. La conclusion que IN, c'est une partition de n étoile au carré. Bon, vu maintenant que notre famille INM est une famille sommable, le théorème de sommation par paquet, il te donne que quoi? Que les sous-familles IKP avec KP appartient à IN sont sommables quel que soit n. Et ça, c'est évident. Bon, on n'a pas déjà besoin de théorème de sommation pour montrer ça parce que le IN déjà est de cardinal fini, donc c'est une famille finie, donc ça va, il est déjà sommable. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la série somme de somme sur IN est convergente et on a bien sûr la somme pour NM appartient à n étoile de INM est égale à la somme de n égale à 1 à l'infini de la somme de Kp appartient à IN de IKP. Sur ça, c'est une condition nécessaire de la sommabilité qui découle bien du théorème de sommation par paquet. Bon, c'est bien. Et d'autre part, on sait finalement qu'on travaille avec une série double, donc qui est bien sommable. Alors, celle-ci, c'est égal à la somme de m égale à 1 à l'infini de la somme de n égale à 1 à l'infini de INM. Et qui est aussi égal à la somme sur n de la somme sur m, ça c'est Fibini, ben, toujours, vu que cette série double est sommable. C'est ce qu'il faut démontrer. Et ça c'est notre question, troisièmement, petit b. Merci bien. On arrive maintenant à la question troisièmement, petit c. C'est de déduire que pour tout x appartient à moins à 1, on a égalité entre ces deux sommes-là. Et évidemment, il vous donne l'expression de Bn, c'est quoi? C'est la somme sur l'ensemble des diviseurs de n de a indice d. Ok? Bon, on prend alors x appartient à moins à 1. On a, d'après la troisième question petit a, la famille ak x puissance kp pour k et p plus grand que 1, cette famille-là est sommable. Et d'après troisièmement petit b, on a montré que la somme de k égale à 1 à l'infini de la somme sur p, ça c'est égal à la somme de n égale à 1 à l'infini de la somme pour kp appartient à n de ak x puissance k fois p. Bon, n'oubliez pas qu'on a déjà calculé la somme de p égale à 1 à l'infini de ak x puissance kp, ça c'est égal à
AK fois x puissance k sur 1 moins x puissance k. Donc, de ce côté-là, on a la somme de k égale à 1 à l'infini de AK xk sur 1 moins xk égale, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle bien de la somme de n égale à 1 à l'infini de AK pour Kp varie dans In fois x puissance Kp. Bon, lorsque Kp varie ou appartient à In, le K fois P c'est égal à N. C'est bon? C'est-à-dire, vous avez ici donc somme de AK fois x puissance N, lorsque Kp varie dans In. Autrement dit, on peut faire sortir x puissance N de cette somme-là, parce que ça ne dépend pas de Kp. Okay, c'est égal à x puissance N toujours. Et le voilà, il reste juste d'expliciter cette somme pour Kp varie dans In de AK. Bon, tout simplement, on peut voir que ça, c'est lorsque Kp varie dans In, le K et P sont liés parce que Kp appartient à N, c'est-à-dire K fois P égale à N. Si tu sais le K, tu peux trouver le P. Le P, c'est N sur K, si vous voulez. Donc, autrement dit, c'est une somme pour K. Et ce cas-là, lorsque j'ai dit K fois P égale à N, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire K divise N. C'est tout simplement. OK? Donc, c'est la somme pour K divise N appartient à Dn, yani l'ensemble des diviseurs de l'anti-N, de AK. Et bien sûr, cette somme de N égale à 1 à l'infini de ça fois x puissance N. Et notre somme, c'est notre que il a déjà donné la notation de Bn. Donc, ça, c'est une somme de Bn fois x puissance N. Donc, voilà, on n'a pas de grande difficulté pour cette question-là. Il suffit de très bien expliciter les choses et remplacer les quantités par leur valeur. Donc, K fois P, c'est N. La somme pour Kp appartient à N par la somme pour K divise, yani N appartient à N. Et le résultat découle directement. Nous voilà donc la question troisièmement PTC. On arrive maintenant à la deuxième partie pour faire l'étude de quelques exemples. Alors, on commence par la première question. Dans cette deuxième partie, on suppose dans cette question que n égale à 1. Et on note dn, le nombre de diviseurs de n. La question, c'est quoi? C'est de montrer que sur moins 1, S et DSE, dont on précisera bien sûr les coefficients. Bon, si je prends à n égale à 1, notre série entière duquel on parle, c'est la série somme du xn. On sait que son rayon égale à 1. Donc ça va, on peut utiliser la partie 1 pour dire que S, qui est la somme de la série de fonctions an xn sur 1 moins xn, cette fonction-là, elle est développable en série entière sur moins 1, et on sait bien que sa développement, c'est la somme de bn xn. Avec bn, c'est quoi? C'est la somme pour d divise n de an, c'est-à-dire de 1, parce que an égale à 1, et celle-ci, c'est d'après, bien sûr, ce qu'on a dans les hypothèses, c'est le dn. Voilà, c'est-à-dire le s de x, c'est la somme de dn fois x puissance n. C'est bon? Bon, c'est bien. Maintenant, on a une petite remarque sur les fautes fréquentes des étudiants. OK? Bon, vous voyez bien ici que tout va bien. L'étudiant, il a parlé de, on a utilisé la première partie, troisièmement PTC, S de X égale la somme de Bn xn avec Bn égale, et finalement S égale à la somme de Dn xn. Bon, on va dire ici pour X appartient à moins 1. Et ça découle de quoi? Ça découle de quelque chose qu'il a oublié au début. C'est de dire que pour ce AN là, qui est égal à 1, bien sûr, on a bien la série somme de AN xn et de rayon 1. Donc voilà, le travail de la première partie, c'est basé sur ça. Et ça te donne que S sur moins 1 égale ainsi de suite. C'est bon? Donc voilà, souvent, presque la plupart des étudiants, ils ont oublié de bien sûr signaler ça. Donc le AN égale à 1, le rayon égale à 1 et par suite, on peut utiliser la première partie.
C'est bon. Bon, c'est bon. Sinon, on a un bon nombre des étudiants qui ont traité, si vous voulez, cette question, mais sauf on a ce petit problème. C'est bien, voilà la première question. Deuxième question maintenant, on suppose que n est égal à phi de n. Le phi de n, c'est le cardinal de l'ensemble des entiers premier avec n inférieur à n. Bon, ici, la première question, petit a, c'est de justifier que la série somme de n xn est de rayon 1. L'idée, tout simplement, c'est de prendre, si vous voulez, le n, donc c'est le phi de n, comme on l'a dit, c'est le cardinal de l'ensemble des entiers plus petit que n premier avec 1, c'est-à-dire tel que le seul diviseur commune, c'est le 1. Cet ensemble-là, bon, on peut très bien vérifier que, par exemple, il contient au moins 1, ok? Et cet ensemble, son cardinal ne dépasse pas n. Pourquoi? Parce que, vous savez bien sûr, il est inclus dans l'ensemble des entiers entre 1 et n. Ok? Bon, autrement dit, on peut très bien voir que le phi de n, il est entre 1 et n. D'accord? Bon, tout est positif ici, on peut très bien passer à la valeur absolue. Et cet encadrement, je pense que nous permet très bien de trouver l'Orient. Pourquoi? Parce que si je prends la première partie de cet encadrement, donc il te permet de voir que l'Orient il est plus petit que la série, l'Orient de la série somme de Zn. L'autre partie, ça c'est que le R est plus grand que R de somme de 1Zn. Or, ces deux rayons-là sont égaux, donc on sait que somme de Zn, somme de 1Zn, la multiplication par n, 1 carré, division par n, ne change pas l'Orient de convergence, c'est que l'Orient, bien sûr, égale 1. Bon, pour les fautes classiques, bon, juste ici, c'est le même problème, si vous voulez, qu'on a rencontré pour les questions précédentes. Les gens oublient en général d'utiliser la valeur absolue, mais vous savez, évidemment, pour comparer l'Orient, vous devez bien sûr travailler sur les valeurs absolues, si vous voulez, de n et valeur absolue de Bn. La comparaison entre les deux te donne bien, si vous voulez, une comparaison d'Orient, donc n'oubliez pas toujours ça. C'est très bien. Si c'est bien, on passe maintenant pour la question petit b, pour expliciter l'expression de S pour x appartient à moins 1. Bon, ici, si je prends x appartient à moins 1, vous savez, puisque l'Orient égale 1, on a justifié ça dans la question petit a. Donc, ça nous donne bien que S de x égale la somme de Bn xn. Ça, c'est d'après la partie 1. OK? Avec Bn, c'est quoi? C'est la somme pour d divise n de AD. Le AD, c'est le phi de d. Et cette somme-là, c'est égal à n, c'est un donné. C'est un exercice classique de arithmétique. Vous pouvez bien sûr, essayer de le traiter. C'est un bon exercice. Bon, celle-ci, qu'est-ce qu'elle vous donne? Il donne bien que S de x égale la somme de n xn. Bon, ça ressemble un peu à une histoire de dérivée, mais on a ici nxn et non pas nxn moins 1. Il suffit de faire sortir un x à l'extérieur. C'est bon? Et voilà, donc ça te donne bien que celle-ci égale. Donc je remplace la somme de n xn moins 1 par une dérivée. Donc tout simplement nxn moins 1 c'est la dérivée de xn. Et je peux bien permettre entre somme et dérivée parce que x appartient à moins 1. Je travaille dans l'intervalle ouvert moins 1 et l'Orient de cette série est égal à 1. Ça va. Donc il suffit de dire ça. Je peux permettre entre dérivée et somme de cette série entière. La dérivée maintenant de 1 sur 1 moins x, qui est la somme de xn, bien sûr, de 0 à l'infini, nous donne bien x sur 1 moins x carré, ça va. Ça, c'est l'expression demandée. Maintenant, dans les remarques pour les copies des étudiants, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, ici, on trouve dans pas mal de copies que les gens
trouve bien l'expression de Bn, ça va ici, puisqu'on a donné l'expression, et ça c'est admis comme l'a écrit cet étudiant-là. Mais après, il donne S de x égale la somme de n xn, et c'est bon pour lui. On peut bien s'arrêter dans la réponse, mais bien sûr, dans la question, on vous rappelle qu'il a dit explicité, c'est-à-dire il doit trouver l'expression explicite de S, et non pas de donner S sous forme d'une somme. Hein. D'accord? Donc, il faut très bien lire les questions, parce que la réponse ici n'est pas achevée. Ok? Bon, c'est bien. Donc, voilà, si vous voulez, une remarque sur des fautes, comme d'habitude, fréquentes dans les copies des étudiants. J'espère que ça c'est clair pour vous. On passe au suivant. La troisième question maintenant, on prend un n égale à moins 1 puissance n. La question petit a, c'est de trouver la limite de s de x sur x en 0, puis déterminer un équivalent simple de s au voisinage de 0. D'accord? Bon, ici un n égale à moins 1 puissance n, le rayon égale à 1. L'expression de s de x, c'est la somme de moins 1 puissance n, xn sur 1 moins xn, pour x appartient à moins 1. Et évidemment, celle-ci, si on divise par x, ça devient la somme de moins 1 puissance n, xn moins 1, sur 1 moins xn. Et le x doit être, bien sûr, différent de 0. Bon, si on cherche la limite ici, vous avez une série de fonctions et la limite de la somme, quand est-ce que ça est égal à la somme de limite? Bon, ça, c'est l'histoire de théorème de la double limite. Et celle-ci nécessite de trouver la convergence uniforme dans un voisinage de points où on va calculer la limite, c'est-à-dire le 0. Bon, ici, on peut prendre, si vous voulez, la valeur absolue de la quantité terme général de cette série de fonctions. Est-ce qu'on peut trouver, si vous voulez, la convergence normale? Vous savez que dans la plupart des cas où on cherche la convergence uniforme, on essaie de trouver la convergence normale, en quelque sorte. D'accord? Sauf si on travaille avec les séries donc alternées et ces choses-là. On peut penser, en gros, de travailler avec le reste. Donc, et trouver bien sûr la convergence uniforme en utilisant le critère de série alternée. Est-ce que c'est une série alternée, cette série, oui ou non? Bon, je vous laisse l'occasion de penser sur ça et on va reprendre la question dans les fautes fréquentes des étudiants. Bon, cette valeur absolue, on peut très bien voir que, par exemple, il est plus petit que 1 demi puissance n-1 sur 1 moins 1 demi puissance n. Ok, donc c'est comme l'idée qu'on a vue pour la convergence uniforme de Fn' dans la première partie. Donc il suffit de très bien majorer les choses, c'est pas trop délicat. Mais bien sûr, ça c'est lorsque x appartient à moins 1 demi, 1 demi. Et ça c'est largement suffisant de travailler sur ce domaine-là. C'est un voisinage de 0. C'est bon. Donc il est bien suffisant, si vous voulez, pour appliquer les théorèmes de double limite. Le 1 demi puissance n moins 1 sur 1 moins 1 demi puissance n, il est très bien équivalent à 1 demi puissance n moins 1, c'est-à-dire il est équivalent au terme général d'une série géométrique convergente, tout simplement le 1 demi plus petit que 1 en valeur absolue, ça va. Et celle-ci, qu'est-ce qu'il te permet bien sûr de dire qu'on a la convergence normale, parce que tu as montré cette inégalité, quel que soit x appartient à moins 1 demi, et quel que soit n. Et c'est bon, c'est une majoration indépendante de x. Hein, c'est bon, donc voilà, ça c'est exactement le contexte de convergence normale, parce que la série est bien convergente. Et par suite, la convergence uniforme sur moins 1 demi, 1 demi. Ok, bon, c'est très bien. La limite maintenant de moins 1 puissance n, xn moins 1 sur 1 moins xn, lorsque x tend vers 0, n'oubliez pas qu'on travaille bien pour n supérieur ou égal à 1. Vous voyez bien ici, si vous voulez,
Bon, 1 moins xn, lorsque x tend vers 0, c'est bon, celle-ci toujours tend vers 1. Il reste le numérateur. Vous avez, quand vous voyez l'histoire de puissance, donc toujours essayer de se méfier plutôt de cette puissance lorsque tu travailles avec une limite lorsque x tend vers 0. Bon, lorsque n égale à 1, c'est égal à 0, n plus grand que 1, c'est plus grand que 0. Autrement dit, on peut très bien voir que cette limite égale 1, c'est n égale à 1, et c'est un 0 pour n supérieur ou égal à 2. C'est bon? Et voilà, c'est-à-dire, si j'applique maintenant le théorème de la double limite, on peut très bien voir que cette limite de s de x sur x égale à 1 plus la somme de 0, c'est égal à 1. OK? Si je passe maintenant pour voir qu'est-ce qu'on a trouvé, si vous voulez, dans les copies, les fautes fréquentes. Par exemple, ici, vous voyez, bon, l'étudiant, il prend notre série et il dit que c'est une série alternée. Bon, à votre avis, est-ce que c'est une série alternée? Tout d'abord, c'est moins 1 puissance n fois xn, si vous voulez, sur 1 moins xn. Lorsque x appartient à moins 1, est-ce que xn sur 1 moins xn est toujours positif ou elle est toujours négatif pour dire que c'est une série alternée? Bien sûr que non, parce que le x n'est pas positif. Si x est positif, d'accord, mais le x appartient à moins 1, on n'a pas ça. Donc voilà, dès le départ, il faut très bien se méfier lorsque tu dis série alternée. C'est pas lorsque tu trouves une expression de la forme moins 1 puissance n fois quelque chose, donc tu dis que c'est une série alternée. Bien sûr, non. Il faut très bien vérifier que la quantité qui reste soit, disons, positive, par exemple, ou négative. Mais bien sûr, ça, c'est pas le cas. D'accord? Bon, ici, bon, notre étudiant, après, il parle, je ne sais pas, de cette quotient, à quoi sert apparemment c'est d'Alembert, mais pourquoi il parle de d'Alembert pour les séries alternées? Bon, en tout cas. Et après, une limite lorsque x tend vers 0 de s de x sur x égale à, il a dit 1 si n égale à 1 et 0 sinon. Bon, d'une part, il parle de la limite de s de x sur x. Et après, il dit 1 et si n égale à 1. Bon, peut-être il veut dire la limite de la quantité à l'intérieur. Bon, en tout cas. Et la majoration de reste par cette quantité, mais bien sûr, celle-ci n'est pas vraie parce qu'on n'a pas une série alternée et on n'a pas, si vous voulez, les autres hypothèses. Bon, en tout cas, juste ici pour que vous faites attention à l'utilisation des critères des séries alternées, vous devrez très bien vérifier les hypothèses et surtout que tu travailles bien avec une série alternée avant tout. C'est bien, c'est ça donc notre troisième petit a. On passe au suivant. La question troisièmement petit b, maintenant, on prend sa première partie, c'est de vérifier l'inégalité suivante pour n plus grand que 1 et x strictement positif. Bon, si je prends un x puissance n-1, bien sûr, c'est réel là dans R plus étoile, et en prenant cette racine n de produit, on peut écrire, bien sûr, ça c'est sous la forme exponentielle de log, et ça devient exponentielle de 1 sur n logarithme de ce produit-là. Et vous savez bien sûr que log de produit des réels positifs est égal à la somme, c'est-à-dire c'est l'exponentielle de 1 sur n, la somme des logs de x puissance k. Le 1 sur n, on peut le faire rentrer à l'intérieur, ok? Et vous voyez bien que celle-ci rassemble bien à une somme de des certains lambda i fois des yi avec la somme des lambda i égale à 1. Donc, on peut penser à l'histoire de convexité. Et vous savez évidemment que log, c'est une fonction concave, vu que sa dérivée seconde est négative, et que la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de 1 sur n, c'est égal à 1. Ok, c'est le nombre de termes fois 1 sur n, c'est bon, donc ça c'est égal à 1. L'inégalité de Johnson, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit très bien que le log de cette somme est plus grand que la somme de 1 sur n log de xk.
C'est bon, donc voilà, c'est une application de cette inégalité de convexité. Et celle-ci, après l'application de l'exponentielle à droite et à gauche, qui est une application croissante, c'est bon. Notons bien, donc, de ce côté-là, exponentielle composée avec log, c'est l'identité, donc, on parle bien de la somme de 1 sur n xk, ou la 1 sur n, ou la somme de xk, ça revient au même, on peut faire sortir le 1 sur n à l'extérieur. Ça, c'est supérieur à quoi? La deuxième quantité, c'est n'est autre que, comme on a dit au début de la réponse, c'est la racine énième de produit. C'est bon, donc cela achève très bien le résultat, ce qu'il faut démontrer. Bon, faut dire que ça, c'est un cas particulier, d'une inégalité classique, ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique. Donc voilà les théorèmes. Vous pouvez le traiter en tant qu'exercice dans le cadre général. C'est bon, donc le voilà, notre question, troisièmement, petit b, première partie. Pour la deuxième partie de la question, troisièmement, petit b, on pose pour x appartient à 0, 1, ln de x égale à cette expression. Bon, la question, c'est de montrer que la valeur absolue de ce Rn-là est plus petit que 1 sur n. Bon, en prenant x appartient à 0,1 comme il a dit, et je prends bien sûr cette expression de ln de x. Vous voyez que ça, c'est autre que le reste d'ordre n de la série somme de n plus grand que 1 de, si vous voulez, cette série de fonctions. La série de fonctions somme de moins 1 puissance n xn sur 1 moins xn pour 1 moins x. Pour un x appartient à 0,1, ça devient une série numérique qui est bien alternée. Pourquoi? Parce que le xn sur 1 moins xn maintenant, il est positif, et ça c'est vrai quel que soit n, vu que le x est entre 0 et 1. Donc, c'est pas comme la question troisièmement petit a, comme vous vous rappelez les fautes classiques des étudiants. Le x, ici, il est de signe positif, c'est bon. On a une série alternée. D'accord? Bon, maintenant, on a bien, comme on a dit, le x entre 0 et 1, parce qu'on va essayer de vérifier les autres hypothèses de le critère des séries alternées pour utiliser ça dans la majoration de reste, si vous voulez. On a, comme on a dit, le x entre 0 et 1, je peux multiplier tout le monde par x puissance n et arriver, bien sûr, à un encadrement de xn plus 1 entre 0 et xn. Bon, c'est-à-dire, on peut écrire déjà ça directement. La suite x puissance n, elle est décroissante positive. On peut, je sais pas, bon, ici, vérifier à partir de ça, cette deuxième encadrement, c'est-à-dire la suite 1 sur 1 moins xn aussi, elle est décroissante positive. Et le produit de deux suites décroissantes positives, il est aussi décroissant. Sa limite est nulle. Je pense ici, on n'a pas une grande difficulté, vu que le x en valeur absolue est plus petit que 1. Donc, numérateur tombe vers 0 et dénominateur tombe vers 1. Bon, ça va. Tout cela nous permet d'utiliser le critère des séries alternées pour majorer le reste par le premier terme de sa somme. Et ça, c'est vrai, bien sûr, pour toute n plus grand que 1, pour ce x-là qui appartient à 0. Cette quantité égale à xn plus 1 sur 1 moins x sur 1 moins xn plus 1, et on a enlevé ici la valeur absolue parce que le x est positif. Ça va? Voilà. Et ici, on peut remplacer le x, ou plutôt le 1 moins x sur 1 moins xn plus 1 par 1 sur cette somme-là, parce que tout simplement, vous savez que cette somme, c'est autre que quoi? Que 1 moins xn plus 1 sur 1 moins x, c'est la somme d'une série géométrique. Bon, en tout cas, maintenant, pourquoi on a arrivé la chose, voilà, pourquoi on a écrivé les choses de cette façon-là? Parce que on sait bien qu'on a démontré dans la question précédente que le 1 plus x xn
il est plus grand que 1 plus 1, la racine 1 plus 1e de ce produit-là. D'accord? C'est-à-dire, puisqu'on a majoré la racine 1e, si on passe à l'inverse, on peut très bien voir que le Rn du x, il est plus petit que xn plus 1 sur 1 plus 1 la racine 1e. D'accord? Et la racine 1 plus 1e plutôt. Et si je calcule ça, bon, vous avez ici un produit de x puissance k. Et ça, c'est de k égale à 0 jusqu'au n. C'est-à-dire, je peux très bien écrire ça sous la forme de x puissance, la somme de 0 jusqu'au n, ou de 1 jusqu'au n, de k. Et c'est bon, je peux très bien ici montrer que ça, je peux le remplacer par quoi? Par x puissance n fois n plus 1 sur 2, le tout sur 1 plus 1, parce que c'est une racine n plus 1, c'est-à-dire c'est un x puissance n sur 2 plus 1, le tout sur 1 plus 1. Le x, il est plus petit que 1. C'est bon, ça c'est plus petit que 1 sur 1 plus 1, qui est plus petit que 1 sur n. C'est qu'il faut démontrer. Bon, juste une petite remarque avant de terminer. On peut ne pas utiliser, si vous voulez, la question précédente, parce que parmi les idées possibles, c'est de voir que les éléments ici, le 1, le x, le x puissance n, tous ces éléments-là, chacun de ces éléments-là, il est par rapport à x plus 1, il est bien sûr plus grand, vu que le x c'est entre 0 et 1. Donc, 1, il est plus grand que xn plus 1, x aussi, jusqu'à arriver à xn. C'est-à-dire, cette somme-là, il est plus grand à n plus 1 fois xn plus 1, et on peut très bien trouver que ça c'est plus petit que n, voilà plutôt x puissance n plus 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1. Autrement dit, simplification par x puissance 1 plus 1, on trouve 1 sur 1 plus 1 donc directement. Bon, en tout cas, ça c'est une deuxième méthode possible. Et le 1 sur 1 plus 1, comme d'habitude, c'est plus petit que 1 sur 1, c'est qu'il faut démontrer. Et par cela, on achève, si vous voulez, notre troisième petit b, deuxième partie. La troisième partie maintenant de la question troisièmement petit b, c'est de déterminer la somme de cette série numérique. Vous voyez bien que ici, ça rassemble un peu à l'expression, si vous voulez, de logarithme, bon, avec un x donné, c'est-à-dire, si vous prenez ici un x puissance n, soi-disant, donc ça ressemble un peu, comme j'ai dit, à l'expression de logarithme. Bon, je parle de la développement en série entière de log. C'est-à-dire, c'est comme si on ait besoin de trouver la limite lorsque x tend vers 1 de ça, en utilisant, si vous voulez, ce développement en série entière. On vous rappelle que le log de 1 plus x est égal à cette somme, et on cherche bien, comme j'ai dit, la limite lorsque x tend vers 1. Ça, c'est vrai que soit x appartient à moins 1 ouvert, vous savez, c'est développable en série entière dans ce domaine-là. La limite lorsque x tend vers 1 de cette somme égale à quoi? Bon, on a besoin de permettre entre limite et somme. Apparemment, ici, c'est l'utilisation du théorème de la double limite. Et la permutation nécessite, comme vous savez, toujours la convergence uniforme. On travaille ici lorsque x tend vers 1, c'est-à-dire je peux travailler sur un domaine qui est voisin à 1 et qui garantit, si vous voulez, que cette série, par exemple, soit alternée. On peut très bien, par exemple, travailler sur 0,1. Lorsque x est positif, cette série, elle est très bien alternée. Donc, je peux utiliser, si vous voulez, l'histoire de majoration de reste. Parce que la convergence normale au voisinage de 1, c'est-à-dire, par exemple, sur 0,1 n'est pas garantie, vu que le sub de ça, c'est égal à 1 sur n. Et c'est bon, donc, le chemin de convergence normale n'est pas garanti. Donc, ici, c'est clair que on va jouer avec des critères, si vous voulez, des séries alternées qui te donnent bien ce que tu veux.
on dit tout d'abord que c'est une série alternée. Et ça, c'est parce que x appartient à 0, 1. Et bien sûr, le x1 sur n est positif. Donc voilà, c'est la vérification de cette alternance. Maintenant, xn sur n est décroissante. C'est le produit de deux suites positives décroissantes. La suite x puissance n et la suite 1 sur n. Et aussi, la tendance vers 0, je pense qu'elle est évidente, puisque la valeur absolue de x est plus petite que 1 et 1 sur n tend vers 0. Le critère de série alternée, il te permet de majorer le reste en valeur absolue par la valeur absolue du premier terme, c'est-à-dire valeur absolue de moins 1 puissance n, x puissance n plus 1 sur n plus 1, x appartient à 0, 1, tout cela est plus petit que 1 sur n plus 1. Et ça, c'est vrai, quel que soit x, et quel que soit x appartient à 0, 1, bien sûr, et quel que soit n plus grand. Donc, cela te donne bien la convergence uniforme de ce reste-là, bien sûr, vers l'application nulle. Autrement dit, notre série de fonctions converge uniformément sur 0, 1. C'est très bien. Maintenant, n'oubliez pas, bien sûr, que le théorème de la double limite, il travaille bien avec des points qui sont adhérents au domaine où tu as montré la convergence uniforme. Il faut dire que le 1 appartient à l'adhérence de 0, 1. Le théorème de la double limite, il te permet de dire que la limite, lorsque x tend vers 1 de la somme, ça c'est égal. On permet, comme vous savez, somme et limite, c'est-à-dire limite de somme, c'est somme de limite de cette suite moins 1 puissance n xn sur n. Bien sûr, lorsque x tend vers 1. Bon, d'une part, la limite à gauche, c'est autre que la limite de log de 1 plus x, parce que, bien sûr, la somme de cette série est égale à log de 1 plus x sur moins 1. De l'autre côté, on sait bien trouver la limite de ce qui est, bien sûr, à l'intérieur de somme. C'est limite, bien sûr, de xn, lorsque x tend vers 1, ça fait 1, c'est-à-dire ça, c'est autre que la somme de moins 1 puissance n moins 1 sur n. On a égalité. Bon, il reste juste de voir que la limite lorsque x tend vers 1 de log de 1 plus x, c'est autre que log de 2, parce que l'application log est continue, bien sûr, en 2. C'est bon, ça ne donne que la somme qu'on cherche, c'est autre que moins log de 2. Ok, c'est qu'il faut démontrer. Bon, on a remarqué deux fautes fréquentes dans les copies des étudiants. On commence par la première. Par exemple, ici, on trouve dans pas mal de copies que les gens écrivent directement que cette somme, c'est moins la somme de moins 1 puissance n moins 1 sur n. Et il dit que ça, c'est égal à moins log de 2. C'est comme si c'était un donné de cours, mais c'est un exercice, ça, mais bien sûr, c'est pas un donné de cours. Il faut se méfier, il ne faut pas mélanger entre un exercice et un résultat de cours. Donc, c'est pas accepté, bien sûr, de ces gens des réponses. Sinon, il y a aussi cette deuxième faute classique. Ici, par exemple, l'étudiant, il dit que cette série, elle est convergente. Et bon, quel que soit x, on a ça pour arriver finalement à dire que le log est égal à cette quantité, mais bien sûr, il peut l'utiliser s'il a besoin de log de 1 plus x. Ça, c'est en fait un résultat de cours. Le développement en série entière de log de 1 plus x, c'est pas la peine de le redémontrer si tu as besoin de ça, en tout cas. Mais ici, le passage, ce passage-là, n'est pas bien justifié parce que on a l'égalité entre log et cette quantité, c'est pour x appartient à moins 1, 1 ouvert de part de 1. Donc, tu ne peux pas remplacer ce résultat, voilà, le x par 1, parce que c'est une question de limite ici. Ok? Et on trouve que les étudiants, en général, ne font pas, si vous voulez, l'étudiant ne fait pas attention à ce passage-là avec le x égale à 1. Donc, bien sûr, tu ne peux pas remplacer directement. Tu vas calculer la limite. Et la limite demande tout ce travail qu'on a fait. Ok? Donc, méfiez-vous de ces passages
qui ne sont pas justifiés. D'accord? C'est bon, donc le voilà, sinon, ça c'est notre troisième partie de la question, troisièmement, petit b. Arrivons maintenant à la quatrième partie de la question, troisièmement, petit b, et déduire un équivalent simple à S de x au voisinage de 1. Bon, si vous voyez bien les questions précédentes dans cette question troisièmement petit b, on a parlé d'une reste et on a majoré cette reste. Mais l'expression de ce reste-là, c'est comme si vous vous concentrez bien, c'est comme si c'est l'expression de S de x multipliée par un moins x, et on a montré bien sûr qu'elle est majorée indépendamment de x par quelque chose qui tend vers 0, implicitement c'est une indication de convergence uniforme, utilisation de double limite, toutes ces choses-là. Donc c'est clair qu'on va utiliser le 1 moins x, soit S de x, comme je dis, qui est égal à la somme de cette série de fonctions. Et comme j'ai dit, dans troisièmement petit b 2i, on a montré que le reste de cette série est plus petit que 1 sur n, quel que soit x appartient à 0, 1, quel que soit n, plus grand que 1. Ce 1 sur n qui tend vers 0 te permet très bien de dire que ce reste converge uniformément vers l'application nulle. Sur 0, 1, c'est la convergence uniforme de notre série de fonctions vers, voilà, plutôt sur 0, 1. C'est bon. Cette convergence uniforme nous permet très bien d'utiliser le théorème de double limite. Pourquoi? Voilà, plutôt c'est avec le x qui tend vers 1. Donc pourquoi? Parce que 1 est déjà adhérent à 0, 1. Ok? Et le voilà donc la limite lorsque x tend vers 1 aussi de 1 sur x sur 1 moins xn. C'est la partie qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que on a déjà la limite lorsque x tend vers 1 de x puissance n, ça vaut 1. Donc il reste uniquement de voir la limite de cette quantité. Mais cette quantité, on peut remplacer comme on a fait dans les questions précédentes. Limite de 1 moins x sur 1 moins xn. 1 moins x sur 1 moins xn, c'est l'inverse des sommes des séries géométriques. Okay? La limite lorsque x tend vers 1 de toutes ces quantités-là, ça te donne un 1. Donc, c'est une somme de 0 jusqu'au n-1. Autrement dit, ça fait 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc, c'est un 1 sur n. Et bien sûr, ça c'est notre somme qu'on cherche. Donc, 1 sur n, la limite de cette quantité. Autrement dit, la limite maintenant de la somme, c'est somme de limite, c'est-à-dire c'est un somme de moins 1 puissance n sur n, qu'on a montré déjà que c'est égal à moins log de 2. Et ça, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de s de x fois 1 moins x. Autrement dit, on a équivalence. Pourquoi? Parce que ce moins log de 2, il est différent de 0. Cela permet de dire que x moins 1 s de x équivalente en a à log de 2, c'est-à-dire l'équivalence simple qu'on cherche, c'est log de 2 sur x moins 1, ce qu'il faut démontrer. On termine maintenant avec la question troisièmement petit c pour calculer le développement en série entière de S de x et donner interprétation arithmétique de ces coefficients en précisant leur signe en fonction de 1. Alors, ici, on a le S de x égale à la somme de Bn xn avec x appartient à moins 1. Le Bn, c'est quoi? C'est la somme pour d divise n de moins 1 puissance d. Bon, le moins 1 puissance d, vous savez que ça dépend est-ce que d pair ou d impair. Donc, c'est pour cela, on va écrire cette somme sous forme de la somme de deux parties. La première partie, c'est la somme des diviseurs pairs de moins 1 puissance d, plus la somme des diviseurs impairs. Ok? Lorsqu'on a un diviseur pair moins 1 puissance d, ça fait 1. Et évidemment, ici, pour un diviseur impair, on a un moins 1. Autrement dit, on peut très bien écrire cette somme sous forme de a moins b, avec a c'est quoi? C'est le nombre de diviseurs pairs n, et b c'est le nombre de diviseurs impairs de n. Ok?
Essayons de simplifier l'expression de Bn. Donc, vous savez que on peut toujours, pour un entier donné, écrivez le Bn, le n, de la forme 2 puissance k fois i, avec k un entier naturel et i un nombre impair. Donc tout entier naturel, on peut l'écrire comme ça, en utilisant quoi? En utilisant le théorème fondamental de l'arithmétique. Vous savez bien sûr que je peux écrire toujours un entier sous forme de produit des puissances des nombres premiers que divise n. Ok, cette écriture est unique. Bon, le voilà. Si le 2 divise n, c'est bon, donc c'est un 2 puissance alpha fois un produit des autres entiers qui sont impairs et un produit des impairs et impairs. Si le 2 ne divise pas, c'est finalement un entier impair et je prends le cas égal à 0. Donc finalement, on peut très bien vérifier cette relation. C'est bon? Et pourquoi on écrit comme ça? Normalement, pour essayer de voir donc quoi est égal, si vous voulez, le A en fonction de n, de k, ainsi de suite, et aussi pour le B. Yani, si je prends maintenant un D qui appartient à Dn inter I, un diviseur impair, c'est-à-dire D divise n et D impair. On peut dire que ça c'est équivalent au fait que D divise I. Pourquoi? Parce que le D divise n qui est égal 2 puissance k fois I. Ok? Et on sait bien que puisque D est impair, alors il est primé avec 2 puissance k. D'accord? Donc cela te permet très bien de dire que vu que le 2 puissance k et D sont premiers entre eux, alors le D va diviser grand I. Ben, c'est très bien. Donc ici, cela te permet très bien de dire que le cardinal de Dn inter I, le cardinal de l'ensemble des diviseurs impairs de n, c'est égal au cardinal des diviseurs de I, qu'on va l'appeler par exemple alpha. On passe maintenant pour voir le cardinal des diviseurs pairs de n. Donc, D appartient à Dn inter P, ça c'est équivalent à D divise n et D pair. Autrement dit, on va utiliser bien sûr l'expression de n sur ces 2 puissance 4 fois i. Si tu prends un diviseur de n et D pair, ok? Donc, vous savez évidemment que un diviseur d'un produit de deux entiers qui sont premiers entre eux, alors ce diviseur-là, je peux l'écrire comme produit d'un diviseur de premier entier fois un diviseur de deuxième entier. Ok? Or, vous avez bien que D est pair. Autrement dit, je peux l'écrire comme un diviseur qui est différent de 1 de 2 puissance k. Et ça va être tout simplement un 2 puissance L avec L entre 1 et k fois un diviseur de deuxième entier qui est le I. C'est bon? Donc, autrement dit, ça c'est équivalent au fait que D égale à 2 puissance L fois DI avec L entre 0, voilà plutôt 1 et k, vu que bien sûr l'entier est pair, et le DI divise grand I. Ça va? Bon, c'est très bien. C'est-à-dire, si je prends l'ensemble, ici c'est un ensemble, l'ensemble 2 puissance L fois DI. DI, c'est l'ensemble des diviseurs. Ok? Donc, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble de 2 puissance L fois DI avec DI divise grand I. En prenant ces ensembles-là, pour L égale à 1, L égale à 2, ainsi de suite jusqu'à arriver à L égale à K, on peut très bien voir que la réunion de ces ensembles-là, il nous donne exactement l'ensemble des n inter P. Donc, utilisons cette équivalence qu'on a bien sûr
démontrer, on a bien cette égalité entre ces deux ensembles-là. Ça va? Et évidemment, on peut calculer donc le cardinal de dn inter p, c'est égal à la somme. Pourquoi c'est égal à la somme des cardinaux de ces ensembles? Tout simplement donc parce que on a bien que les 2 puissance L fois di, pour L varie entre 1 et k, ces ensembles-là sont 2 à 2 disjoints. Ok? Bon, il suffit de prendre un élément dans l'intersection pour, je ne sais pas, L et K, voilà plutôt L et M, ok, qui sont entre 1 et K, qui sont différents. Tu prends donc 2 puissance L fois di et 2 puissance M fois di pour L différent de M, et tu montres bien sûr, qu'on a intersection vide, donc en utilisant le théorème fondamental d'arithmétique, l'unicité de l'écriture dans ce théorème-là. C'est bon? Ok, en tout cas, ils sont 2 à 2 disjoints, donc bien sûr le cardinal c'est égal à la somme des cardinaux, et chaque ensemble de la forme 2 puissance L fois di, donc son cardinal finalement c'est égal au cardinal de di, donc c'est clair ici, c'est-à-dire c'est k fois alpha. C'est bon. Si je prends maintenant le Bn, on sait bien que c'est égal à A moins B. Autrement dit, c'est égal le k alpha, duquel je retranche la deuxième partie, le B, c'est-à-dire le alpha, et ça c'est égal à k moins 1 fois alpha. Et n'oubliez pas qu'il a demandé de trouver le signe de ça en fonction de n, et on sait bien que le k-1 fois alpha, il est positif dès que le k soit plus grand que 1. Qu'est-ce que ça veut dire k plus grand que 1? C'est-à-dire que ici le 2 divise n. Si le k égale à 0, 2 ne divise pas n. Si k plus grand que 1, les 2 divisent n. C'est-à-dire, on a bien que cette quantité-là est positive si et seulement si, bien sûr, notre entier n est pair. C'est bon? Donc voilà, on a trouvé le signe de Bn en fonction de parité de n. C'est ce qu'il faut démontrer, et cela achève bien notre troisième question PTC et notre problème de cet examen. C'est très bien, merci pour le suivi. Enfin, on vous rappelle de faire attention aux fautes fréquentes qu'on a signalées au cours de correction, surtout l'histoire de signes et de majoration. N'oubliez pas d'utiliser la valeur absolue. Aussi de passer au sup, donc méfiez-vous donc comment on écrit les choses pour les séries de fonctions. Maintenant, pour les gens intéressés de travailler plus sur ce problème, on vous propose de penser sur cette question complément de la troisième question de la partie 2. On attend bien vos propositions dans les commentaires. Sinon, bienvenue toujours dans la famille Prépa Plus pour en savoir plus. Salam.